Allez, on va rentrer sur le sujet du jour. 1h10 après le début du live, comme à chaque fois. Donc, on avait un sujet qu'on voulait vous présenter, les gars. C'est ce qu'on appelle le fee switch. Le fee switch, je vais le présenter brièvement. C'est la modification de certains protocoles qui, par exemple, au départ, comme AV ou comme Uniswap, on y reviendra un peu plus tard, qui pourraient décider, à un moment donné, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à leur token et pourquoi pas une redistribution de l'argent qui est généré par la plateforme au prorata du nombre de tokens que vous allez détenir. Un peu comme aujourd'hui, si vous achetez des parts d'entreprise, vous achetez des actions, vous êtes redevable de la part de l'entreprise, vous avez le droit à un droit de vote, vous avez la possibilité de voter pour des prises de décision, et également aussi, vous avez la possibilité de recevoir une partie des bénéfices qui seront reversés sous forme de dividendes au prorata du nombre d'actions que vous allez détenir. Euh, et ça, ça dépend aussi des actions et ça dépend des politiques d'entreprise. En crypto, on commence à voir apparaître ce genre de choses et c'est ce qu'on appelle le fee switch. Donc, parmi les projets les plus médiatisés vis-à-vis de ça et en avant sur ce nouveau narratif qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, on va retrouver AV et Uniswap. Si je descends un petit peu plus en bas, on a donc Uniswap, AV, on a Lido également aussi, Ethena Labs et puis Radium qui commencent à réfléchir. Il y a eu des propositions qui ont été refusées. Théo vous donnera un peu plus de détails par la suite. Parce que au-delà du fait que ça pourrait être intéressant pour un investisseur en fait de détenir un token et de recevoir une partie des frais qui sont générés sur la plateforme, parce qu'on regarde par exemple là Uniswap, c'est une plateforme qui génère quand même pas mal de frais. C'est un projet qui a été forqué énormément de fois, qui est utilisé vraiment de partout. Le code a été utilisé vraiment partout sur beaucoup de plateformes et beaucoup d'écosystèmes différents. Si derrière, vous détenez le token et que la plateforme fonctionne bien, un peu comme une entreprise, elle génère des revenus, elle génère de l'argent, vous détenez le token, vous avez à la fois la possibilité de voter, donc prise de décision sur le protocole avec la DAO, et puis de l'autre côté, vous pouvez recevoir une partie des frais entre guillemets, sous forme de dividendes. Donc c'est un peu comme une entreprise en fait en soi, hein, sauf que là on est sur des protocoles qui sont censés être décentralisés. Le seul problème et pourquoi pour l'instant c'est en pourparlers, c'est des propositions et ça n'a pas encore été totalement accepté, c'est plutôt par rapport au volet juridique et réglementaire. Parce que par rapport au test de OWI, le OWI test en anglais, si vous attendez des profits par rapport au travail des autres et si là, pour le coup, en stakant nos tokens, on peut recevoir une partie des rendements, on peut voter et tout, ça se rapproche quand même assez fortement du fonctionnement des entreprises. Et là, pour l'instant, d'un point de vue réglementaire, il y a un flou et pour beaucoup de fondateurs, notamment Hayden qui est le fondateur d'Uniswap, et pour l'instant pas forcément pour, parce que voilà, il y a un flou juridique et ils n'ont pas forcément envie non plus que leur projet soit classé en tant que securities, parce que derrière, c'est difficulté d'accessibilité, on va les sortir des plateformes centralisées, enfin voilà. Il y a plein d'autres problématiques, mais c'est un narratif qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on pourra voir, je pense, dans les prochaines années, et pourquoi pas après l'investiture de Trump, si derrière, bon, Gary Gensler va jerter, mais si derrière, on a quelqu'un qui est beaucoup plus crypto-friendly, et je ne sais plus le nom de cette personne, mais à la tête de la SEC, on va avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus crypto-friendly, pourquoi pas avoir un volet juridique, réglementaire qui soit beaucoup plus carré là-dessus et qui donne une clarification sur ce qu'est un security et non, ou non. Et derrière, pourquoi pas de se dire, OK, en fait, on est sur des protocoles décentralisés, qu'on ait une fonctionnalité de reversement un peu sous forme de dividendes. En soi, si on ne le considère pas comme une securities, on pourra avoir beaucoup de projets avec notamment AV, Uniswap, Lido, Ethena Labs, Radium, qui vont switcher leurs tokens, qui aujourd'hui sont clairement juste des tokens de gouvernance. Et moi, aujourd'hui, je pense que la gouvernance, la plupart des gens s'en foutent clairement. Si par contre, demain, on a des tokens à dividendes, en fait, là, ça peut avoir un intérêt, hein, des tokens à cash flow et tout, surtout si les projets et les protocoles génèrent beaucoup d'argent. Vous voyez, Uniswap, là, 2024, 881 millions de dollars en frais qui a été généré, AV 350 millions, Lido 921 millions, Ethena Labs 250 millions. Enfin, imaginez derrière que ce soit des boîtes dans l'état actuel des choses, si demain l'écosystème crypto évolue tel qu'on peut le penser, la DeFi aujourd'hui, ça représente vraiment pas grand-chose. Mais si demain, vous êtes sur les plus gros protocoles DeFi qui génèrent pas mal d'argent, voilà, vous pouvez, par exemple, là, sur Uniswap, avoir un rendement potentiel de 6,5%, ce qui est énorme. AV, 12%, 41% pour Lido, 7% pour Ethena Labs, 26% pour Radium.
Je pense que c'est dans l'état actuel des choses. Et aujourd'hui, si demain, il y a beaucoup plus de personnes qui achètent le token et qui le stake, évidemment, les rendements vont baisser. Mais si vous achetez des entreprises à dividendes et des boîtes qui sont là depuis très longtemps, comme Coca-Cola, comme Johnson Johnson dans la finance traditionnelle, vous n'êtes absolument pas sur ce genre de rendement-là. Hein. Mais ils essayent, je pense, de voir comment on pourrait créer en fait ce genre d'alternative. Et je pense que ça intéresserait énormément de personnes, quoi. Je ne sais pas si tu veux compléter un peu ce que je viens de dire, Théo. Clairement, après, voilà, c'est pas encore mis en place. Il faudra voir pour chaque projet un petit peu comment ils pourraient le mettre en place parce qu'il y aurait différents mécanismes. Mais dans tous les cas, oui, tu regardes juste les potentiels par rapport à la TVL, non, et les fees surtout qui sont générées. Parce qu'au final, c'est, comme tu l'as dit, c'est redistribuer une partie des fees. Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 30%? Voilà, parce que il y a aussi des questions, par exemple sur Aave. La discussion s'est réactivée dernièrement parce qu'en fait, la trésorerie du projet ne fait qu'augmenter. Elle approche bientôt 100 millions de dollars. Au final, elle était 50. Et comme le protocole est beaucoup utilisé, au final, il y a une trésor qui est assez importante, qui est nécessaire aussi pour le projet. Ils ne peuvent pas tout redistribuer parce qu'il y a des fois, pour la liquidation, des choses comme ça, il faut quand même un peu de tampon pour pouvoir maintenir le fonctionnement de certaines parties du protocole. Mais au bout d'un certain temps, tu vois, ils peuvent se dire, OK, on a envie de mettre une petite... alors, incentiver, je ne sais pas si ça se dit, mais on a envie de mettre en place des revenus pour les gens qui sont fidèles, qui stake, qui participent à la sécurisation du protocole. Et il y a aussi tout un effet, au final, ça sera un peu du win-win, parce que ça fait que les gens ont envie d'acheter le token parce qu'il y a un peu de rendement aussi. Bon, il ne sert plus forcément à sécuriser le protocole. Du coup, si la trésorerie est assez importante, bon, il peut y avoir des changements de mécanismes comme ça, mais dans tous les cas, les gens ont un token qui leur donne du rendement. Ils peuvent quand même participer à la DAO. Hein. Il y a aussi des histoires, notamment avec Uni, où ça a été voté 3 fois, il me semble, et à chaque fois, les gros investisseurs qui ont la majorité des tokens ont dit que non. Donc ACZ, Andreessen Horowitz et d'autres gros investisseurs sur le projet ont voté que non, comme tu as dit jusqu'à présent, parce qu'ils avaient peur en fait que ça soit classifié comme une sécurité, du coup, qu'ils aient des problèmes au niveau réglementaire, même si le fait, voilà, pour eux, que c'est Asher qui a dit dans sa vidéo aussi, en creusant un peu le sujet, qu'au final, le fait que des investisseurs majoritaires puissent décider de ce qui se passe sur un projet, ça peut aussi considérer que le projet est une securities. Donc au final, ils ont voté contre le fait que ça soit une securities, mais le fait de le faire, ça pourrait... Bon, bref, il y a des trucs réglementaires qui pourraient être amenés à changer prochainement avec les changements aux États-Unis. Donc on pourrait voir ça arriver. Et pour en finir sur le projet aussi, c'est intéressant parce que les gens en fait n'ont pas besoin de dump leur token pour avoir du rendement. Juste le fait de détenir le token, après est-ce qu'il y aura besoin de le staker ou pas, tu peux avoir du rendement et du coup tu dis pour certains protocoles jusqu'à 40% de rendement, je vais peut-être garder le token, prendre le rendement, surtout si c'est payé dans le token du projet. Notamment il me semble que c'est Aave, la proposition, c'est d'utiliser en fait allouer une certaine partie, il me semble que c'est 20% des frais qui sont générés pour buy directement. Mais ça, je peux le montrer si tu veux. C'était Ouais, sur, vas-y, montre-le. Sur le même rapport de Octree. Alors, partager. Là, c'était juste en dessous, tu vois, on y était presque. La proposition, tu vois, ça serait de faire du buy et distribute, c'est-à-dire la partie des frais du protocole, ils vont racheter au marché des tokens Aave afin de le redistribuer aux stakers. Donc au final, c'est un peu, tu vois, même comme fait Binance, il y a même des projets qui vont faire un peu comme la Binance, ils vont utiliser les frais, l'argent généré par le protocole pour acheter les tokens. Et là, il y aura différents peut-être scénarios. Hein. Soit ils vont dire, OK, je redistribue une partie aux stakers, ou alors ils peuvent même le burn, c'est-à-dire détruire ces tokens, comme ce que fait Binance avec le BNB, pour réduire le supply et rendre l'émission, mais enfin pas l'émission, du coup, le rendre déflationnaire et faire qu'il y ait de moins en moins de tokens. Et du coup, mathématiquement, tu as le prix qui en serait un petit peu favorisé. Mais ça va dépendre. Au final, je crois qu'il n'y a pas de protocole pour l'instant qui l'ont vraiment mis en place. Uniswap, on a les données. Alors, je sais plus où c'était qu'il avait été voté 3 fois. Déjà, cette proposition du fee switch, ça fait depuis 2022 qu'Uniswap. Ouais, mais en fait, ils sont, ça serait bien, mais on a peur, ça serait bien, mais on a peur. Donc, ça, c'est jamais
c'est jamais passé. Et après, depuis, mais il y a les autres protocoles qui sont en train de se réveiller un peu. Lido aussi. Tu vois, là c'est entre 20 et 50% des futurs revenus du protocole. C'est pour ça que c'est celui où il me semble, le plus de revenus potentiels. Rendement potentiel 41%. Bon, mais ça va dépendre aussi du pourcentage qu'ils vont décider d'allouer à ce type-là, quoi. Serait soumis à une période de vesting de 6 mois. Donc, tu vois, des fois, tu vas recevoir tes tokens et tu vas pouvoir les vendre ou les restaker. Il y en a, ils vont peut-être mettre du vesting avant de pouvoir toucher ces tokens. Donc, au final, c'est chaque protocole qui génère des revenus, notamment les frais de transaction, peuvent être intéressés par l'implémentation de cette mesure, parce que de toute façon, c'est du win-win d'une manière ou d'une autre. Il y en a, ça favorise un peu plus le protocole et d'autres un peu plus les utilisateurs, notamment s'ils distribuent directement les tokens, plutôt parce que s'ils les burn, bon, tu as le prix qui va augmenter indirectement, mais bon, toi, tu ne reçois pas les tokens, mais tu détiens des tokens dont le prix va augmenter parce qu'ils burn une partie de la supply. Mais ça va il faudra suivre un petit peu les différentes propositions pour voir quand c'est voté et quand est-ce que les utilisateurs sont plutôt favorables ou non, tout en sachant c'est des DAO, c'est décentralisé, c'est de la crypto, mais dans beaucoup de projets, au final, tu as des grosses entités qui détiennent beaucoup de jetons, donc au final, c'est leur vote qui prime, et on avait même vu des exemples qu'on avait déjà évoqués. Même si la communauté était décentralisée et avait voté, l'équipe du projet elle leur a fait « Tiens, vas-y, on a quand même envie de l'implémenter, on distribue des tokens, on distribue aux fondateurs, aux investisseurs initiaux, même si vous avez voté contre. » Donc, il y a aussi tout ce côté. C'est pas parce que c'est une DAO que forcément ça va être implémenté tel quel. Et il y a aussi quand même des gros acteurs qui peuvent influencer, ou même le projet lui-même. Donc, au final, il faudra suivre au cas par cas quel projet est intéressé par l'implémentation, quand est-ce qu'ils vont le voter et quel est le résultat du vote. Et après, une fois que c'est voté, quelle est la période un petit peu d'implémentation pour savoir quand espérer quoi que ce soit, tout en sachant qu'il y a aussi des événements qui sont déjà pricés. Bon, à chaque fois qu'il y a une annonce et un vote de ce type d'implémentation, le token prend de l'argent parce que les investisseurs price déjà le fait que dans le futur, potentiellement, tu auras un rendement entre 20 et 50%. Donc ça, forcément, il y a un peu d'anticipation aussi. Donc voilà, les gens le regardent et on entend parler assez récemment. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant de suivre, notamment si vous avez déjà en fait des projets en portefeuille, type token de DEX ou des choses comme ça, plus potentiellement tout. J'avais vu ça sur Twitter aussi, tous les projets au final qui génèrent des frais actuellement, qui utilisent des transactions, tout ce qui va être la partie application, qui n'ont pas encore token. Là, ça peut être aussi un bon coup parce que pour le coup, s'ils disent il n'y a pas forcément d'intérêt, tu vois, il y a beaucoup de projets, au final, le token, il sert juste à voter dans la DAO. Pour la plupart des gens, ils n'utilisent même pas le droit de vote au final, et peut-être qu'ils sont 0,0001%. Donc au final, tu n'as pas forcément d'intérêt à voter, ou peut-être les gens ne savent même pas que tu peux voter. Et donc, il y a des protocoles qui n'ont pas besoin de token, qui n'en avaient pas jusqu'à présent, et qui pourraient se décider à lancer un token, parce que ça, pour le coup, avec ce mécanisme-là, ça pourrait favoriser, tu vois, l'écosystème, la communauté, le fait de détenir les tokens, de participer. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est implémenté à ce que je sache sur les projets majeurs. Mais à mon avis, si on a, comme on l'a dit aussi, une clarté réglementaire aux États-Unis et qu'on dit OK, c'est plus cool au niveau, enfin, vous pouvez mettre en place ce genre de pratique, on ne viendra pas vous faire chier en gros. À mon avis, ça va bien se déployer pour les applications ou les protocoles ou ce que vous voulez qui dégagent du rendement, quoi. Après, il y a aussi le truc, tu sais, sur l'Ether, c'est-à-dire que ça a été classé en tant que commodities, un peu comme pour Bitcoin, de la part de la SEC. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des ETF aujourd'hui. On a une clarification réglementaire pour l'Ether à ce niveau-là. Par contre, pour le staking, pour l'instant, c'est toujours un peu en suspens. Et je pense que à partir du moment où il y aura l'investiture de Trump, à partir du 20 janvier, et c'était ce que disait Christian, attendre le 20 janvier pour avoir plus de clarification et je pense plus de clairement plus d'informations sur le volet juridique et réglementaire là-dessus, sur toutes les cryptos qui sont liées au staking. Parce que si demain, on commence à dire, en fait, même le staking d'Ether, c'est pas classé en tant que securities, demain, tu pourrais avoir des ETF en fait, à dividendes sur l'Ether. Et là, les instituts, en fait, ils sont en recherche de cash flow. Et pour après leur proposer
l'Ether en leur disant, bah, en fait, ta Bitcoin, réserve de valeur, ce que tu veux. La proposition de valeur pour l'Ether, tu vois, c'est l'équivalent un peu plus proche on va dire, actif à cash flow. Je pense que là, il y aura une demande beaucoup plus importante là-dessus. Et puis si demain, du coup, tout ce qui est lié au staking, c'est pas considéré comme étant securities, en tout cas à risque, comme tu dis, tu pourras avoir des projets fee switch un peu de partout qui pourront se lancer. Le seul problème que je vois aussi, c'est un peu ce que fait, on en avait parlé avec Mickaël, c'est un peu ce que fait Uniswap aujourd'hui avec un peu leur écosystème, parce qu'aujourd'hui, Uniswap, au-delà d'être une plateforme décentralisée, ils veulent développer tout un écosystème. Ils ont développé leur Uni-Wallet, ils ont développé leur Uni-Chain, ils veulent lancer leur énième Layer 2. Et en fait, au centre, évidemment, ils vont mettre leur token. Donc, ils ont un intérêt, eux, de développer tout un écosystème autour de leur token avec leur wallet, leur machin et tout. Mais en fait, je trouve que d'un point de vue global, si tu veux, vu qu'ils fonctionnent aujourd'hui principalement sur Ethereum et sur des Layer 2 d'Ethereum principalement, c'est une concurrence. Et en ajoutant des fonctionnalités dont on n'a pas besoin. Je veux dire, on n'a pas besoin d'une énième Layer 2, on n'a pas besoin d'un énième wallet. Et donc, en fait, ça fait que prendre des parts de marché sur un marché qui est certes grandissant, mais tu vois, genre, pourquoi tu utiliserais une e-wallet alors que tu as Rabbi Wallet aujourd'hui qui fonctionne très bien, tu peux utiliser ta Ledger, tu peux utiliser ton truc. En fait, ils l'utilisent parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs et que derrière, s'ils veulent valoriser leur token, et d'ailleurs, Hayden, bah, il a beaucoup d'uni, enfin, les gros porteurs, tu vois, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Et ces gens-là ont un intérêt de faire valoriser leur token. Et pour ça, bah, ils vont développer des énièmes infrastructures. Et je suis pas convaincu que dans le lot, on en ait vraiment besoin. Et pour moi, à l'avenir, je pense que si on a les fee switch, on aura une multitude de lancements de énièmes blockchain. Par exemple, AV, pourquoi pas, eux lanceraient aussi pareil, hein, leur wallet avec leur layer 2, avec d'autres types de protocoles, tu vois, et puis pour aller générer un maximum de frais, pour récompenser tous ceux qui auraient leur token. Et ça, pour moi, c'est pas ça qui fait avancer globalement l'écosystème crypto comme dans notre générique, hein, vers de nouveaux horizons, tu vois. Je me dis, en fait, c'est un peu euh, c'est un peu rajouter de l'huile sur le feu, quoi. Je me dis, tu vois, on a des layers 2, on en a plein. Tu as le choix aujourd'hui entre Base, entre des blockchains, enfin, comme Solana aussi, qui n'est pas une layer 2, mais tu vois, genre, tu veux des frais pas chers, tu veux des transactions rapides. Aujourd'hui, des offres, tu en as plein. Tu n'en as pas besoin d'une énième plus. Et je sais pas si toi, c'est un truc que tu vois, tu commences à entrevoir. C'est que si demain, tu as une clarification réglementaire, d'avoir une démultiplication des offres comme ça euh, d'écosystèmes qui veulent essayer de se développer pour valoriser leurs propres tokens, mais qui va venir cannibaliser peut-être la blockchain sur laquelle ils se sont implantés au préalable, en l'occurrence, par exemple, Ethereum. Et que si demain, bah, Ethereum a de moins en moins de parts de marché parce que tout le monde veut essayer de développer son propre écosystème là-dessus, je ne suis pas persuadé que ce soit valorisable et intéressant pour la couche sous-jacente, tu vois. Parce que ce Ouais, que tu en ça, penses. ouais, j'en avais parlé. Alors, je sais plus si j'avais partagé un article, et ça, je sais plus. Peut-être j'essaie de le retrouver pour une prochaine fois, parce que là, je pense que ça va être un peu compliqué, parce ça fait assez longtemps. Et il y avait alors, Togrul, je sais plus comment il s'appelle, c'est un développeur de ZK Scroll sur Ether, du coup, donc seconde couche. Il avait fait un article assez intéressant, tu vois, sur le Layer 1 Black Pill, où au final, on se dirige de plus en plus, et ça va dans ton sens, hein, sur le fait que c'est les applications qui accruent de plus en plus les frais de transaction, plutôt que les layers sous-jacentes, même les layers 2, tu vois, parce que il n'y a pas forcément, tu vois, en fonction de les transactions, comment ça se passe, notamment sur les layers 2, au final, comme c'est pas, ils bundle, ils font ça de leur côté, et après ils settle sur la couche de base, mais la plupart des frais, tu vois, ça reste intra-application. Il n'y a pas forcément de communication entre les applications qui sont basées, donc les apps qui sont basées sur la même layer 2. C'est assez compliqué, tu vois, pour communiquer entre elles. Et souvent, tu vois, les frais, ils restent dans l'application. Et après, il se passe des settlements, des choses comme ça sur la couche de base. Mais dans tous les cas, on avait vu dernièrement, il faudrait que je retrouve un peu les données, mais où c'était, en gros, la majorité des frais de transaction, elle était générée au sein des applis plutôt que directement sur la couche de base, tu vois, en fonction des protocoles, ils ne communiquent pas forcément, c'est assez compliqué des fois, même à travers l'EVM, de coder des trucs et tout. Donc au final, je pense que oui, il y aura cet effet-là où ça sera les applications qui vont générer
vont générer la majorité des frais, même si évidemment il y aura toujours des frais sur les layers de base, mais c'est quelque chose qu'on est en train de voir, ouais. Notamment la fragmentation des layers 2 qui sont pas compatibles de partout. Donc c'est aussi une tendance qu'il faudra suivre. Comment sont générés, tu vois, et comment tu participes et comment tu génères des frais dans l'écosystème crypto entre l'application, les différents utilisateurs, les différents intervenants, qui est incité le plus à sécuriser, à staker, à développer, à faire des trucs comme ça, parce que c'est en train d'évoluer un petit peu avec de plus en plus d'applications, tu vois, qui deviennent grosses et qui clairement peuvent cannibaliser en partie la couche de base, et notamment Ether, tu vois, parce qu'Ether, pour le coup, il y a je sais pas combien des dizaines de layer 2 qui viennent par-dessus se greffer avec chacune des applications respectives.